Alors, du coup, on va vous proposer une table ronde avec un peu d'avance sur le sujet de la mobilité durable et le sujet data et du coup pilotage. Oui, c'est bien. Vous avez bien retenu. Sur ce sujet, donc, pour rappeler une première chose, puis après je présenterai mes camarades pour la table ronde. Ça a été dit ce matin par Hélène Costa en sortie de matinée. C'est 30% les transports, 30% des GES en France. Donc c'est un vrai premier sujet déjà. Donc c'est pour dire que le sujet qu'on a aujourd'hui, données et pilotage, ou pilotage par la donnée, ça n'est pas que ça, c'est un vrai sujet qui touche à la fois la transition donc écologique, le sujet de l'atténuation du dérèglement climatique, mais aussi le sujet de la cohésion des territoires, qui est assez important pour le ministère. J'explique, c'est assez simple à comprendre. S'il y a le sujet à la fois du réchauffement par le sujet du carbone, mais aussi les véhicules qu'on utilise. Je ne vais pas vous faire le topo entre métropole et ruralité, mais là se jouent aussi des sujets assez importants sur les arbitrages à faire sur les moyens de déplacement. Donc on a à la fois les différents sujets du ministère qui me semblent intéressants de rappeler sur ce point-là. Et donc dans ce cadre, moi je m'occupe de la mission connaissance. Je fais un petit peu pour moi, pas pour moi, pour la mission en l'occurrence. Mission connaissance, donc CGDD et puis secrétaire général du MTECT, qui vise justement la mission connaissance par les moyens du MTECT, notamment dans les services déconcentrés. Donc ça me permet de présenter par exemple Cindy qui est ici avec nous, qui travaille avec moi sur le sujet de la mobilité durable, par ces moyens de produire sur une partie de ce qu'on fait des outils d'aide à la décision pour mieux qualifier par la connaissance des territoires qu'est-ce qu'il faut faire sur les arbitrages à porter. Voilà, sur les moyens de transport, sur une analyse assez fine. Donc c'est ce que tout à l'heure Cindy vous montrera. Donc c'est vraiment un enjeu très important que nous on prend en tant que tel sur ce sujet. Il y aura après Cindy, du coup, il y aura Aurélien Duret, qui est cofondateur de Neovia, qui nous montrera en fait ce qu'ils font côté Neovia. Donc c'est plutôt la partie start-up, Cindy étant plutôt la partie État. Et je suis aussi accompagné de Gabriel Plassa, donc de l'ADEME, qui est chargé innovation, croisement, si j'ai tout bien compris, mobilité et data, voilà, qui vient de nous faire un topo sur c'est quoi en fait le pilotage par la donnée, une vue d'ensemble, puis après on resserrera le topo. Et puis enfin Patrick Jean, qui est donc au pôle numérique de SD Mint. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire, ça doit être multimodalité, innovation et territoire. Voilà, donc donc à la DGITM, donc, qui est la Direction Générale d'Infrastructure, Transport et Mobilité. Celui-là, je ne me suis pas raté, c'est bon. Donc à nous quatre, on va vous faire du coup, une présentation, une table ronde autour du sujet donc pilotage et données. Et je me permets sans plus attendre de laisser la parole du coup à Gabriel pour un point d'ensemble, si ça te va Gabriel, autour de data et pilotage. C'est bon, je reste là. Ok. Bonjour à tous. Donc le sujet, c'est sur la mobilité, comme cas d'école, on va dire, pour discuter. La mobilité, c'est la rencontre de quatre en fait, grands secteurs. Le premier secteur, c'est celui des véhicules. Le deuxième, c'est celui des énergies. Le troisième, c'est celui des infrastructures notamment routières, mais aussi énergétiques. Et puis un quatrième champ, celui de l'information. Et finalement, quand on se déplace, on rassemble ces quatre grands secteurs, soit en les opérant nous-mêmes. Donc quand on fait une randonnée, par exemple, on va aller chercher... donc le véhicule, ça peut être son propre corps, mais on rassemble ces quatre secteurs. Soit un opérateur se charge de réunir ces quatre grands domaines pour l'utilisateur. Et donc récemment, finalement, dans l'histoire des transports, le quatrième domaine, celui de l'information, est arrivé. On avait précédemment un sujet qui était plutôt un sujet cartographique, un sujet sur les horaires pour tout ce qui est transport collectif ou logistique, sachant que ce que j'ai évoqué s'applique aussi bien pour le transport de personnes ou pour la logistique. La logistique étant plutôt gérée par des acteurs entièrement privés qui vont rassembler ces quatre domaines pour délivrer une prestation de transport.
Et donc celui de l'information est arrivé finalement récemment, début des années 2000, par l'arrivée simultanée du GPS associé à l'Internet mobile et au smartphone. Et à partir de là, le sujet qui était plutôt marginal, si on regarde les budgets ou la taille des acteurs du secteur de l'énergie, des infrastructures ou des véhicules par rapport à celui de l'information, c'était jusqu'à présent, le secteur de l'information était assez marginal. Et puis, donc l'arrivée du GPS et puis l'arrivée de l'Internet mobile amènent de nouveaux acteurs à s'intéresser au sujet des transports et à produire un assistant personnel de mobilité assez inédit qui est le smartphone. Et à partir de là, il y a un peu un renversement dans les rapports de force où les acteurs du numérique vont jouer un rôle et jouent un rôle déterminant dans le domaine du transport, à la fois transport de personnes et également dans le transport de marchandises. Et donc là, se crée une grande quantité de données par des objets connectés, en commençant par l'individu qui se connecte lui-même volontairement et qui va produire des données, puis arrivent des véhicules, puis donc un ensemble de systèmes connectés. Et ensuite, donc se produisent des données et on peut faire la différence entre la donnée, la connaissance et l'outil permettant de prendre des décisions, ce qui est déjà un élément de discussion pour le pilotage par la donnée. La donnée n'est qu'un élément qui permet de produire de la connaissance. Ce qui est d'ailleurs, je suis assez d'accord sur le quiz, les utilisateurs, on ne peut pas les connaître à l'avance, donc c'est difficile de prendre en compte leurs besoins parce qu'on ne les connaît pas. Et donc il y a cet enchaînement de complexité. La connaissance, par contre, on peut commencer à prendre en compte, et puis les outils qui vont permettre de prendre des décisions également. Et dans le secteur des transports particulièrement, ce sujet il va être intéressant puisqu'il y a des acteurs publics qui sont là pour organiser la mobilité, les autorités organisatrices de la mobilité. Et j'avais souligné en fait que le mot autorité vient du latin augere, qui signifie savoir augmenter. Donc en fait, on a autorité parce qu'on a plus de savoir. Et donc l'autorité est censée avoir plus de savoir et donc plus de données pour pouvoir organiser le système de transport. Or, des acteurs privés américains ont probablement plus de connaissances et donc ont plus d'autorité que les autorités organisatrices de la mobilité en matière de connaissance des pratiques de mobilité. Et donc se pose une question spécifique, en tous les cas au secteur des transports, qui est de savoir comment on va rééquilibrer ce rapport et redonner à l'autorité des données et de la connaissance, lui permettant de piloter un certain nombre de décisions dont on aura, je pense, à parler. Donc voilà peut-être un point de départ pour discuter de ce sujet du pilotage des décisions par la donnée. Après, je peux prendre des exemples, mais où je peux donner la parole, c'est comme tu veux. On fera donner des exemples après, on va se donner le temps. En haut, vous me direz par rapport au timing comment on se décale, vous nous ferez des petits signes. Ensuite, donc c'est Patrick, si tu veux bien peut-être à la fois ce qu'on s'était dit sur notre topo d'intro, comment tu voyais les choses de ton côté pour le pôle numérique, si tu peux rebondir sur les sujets autorités là, qui ont été évoqués par Gabriel, je te donne un petit exercice intellectuel si tu es en capacité de le faire. Oui, je vais essayer. Ouais. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors juste, je rebondis sur le dernier point, là, sur le fait que il y a des big tech américaines qui ont beaucoup de données, etc. Donc vous savez peut-être, il y a un article de la loi climat et résilience qui est le numéro 109, qui n'a pas encore de décret d'application, mais on espère le sortir cette année. Enfin, en tout cas, l'avis a été envoyé à la CNIL vendredi dernier, donc c'est pas longtemps. Et donc, qui a cette intention-là, dans l'esprit aussi du Data Governance Act américain, donc qui est de dire, en fait, les autorités organisatrices de mobilité auront le droit de demander aux services privés d'aide au déplacement des données agrégées, pas individuelles, à partir des services utilisés par donc les gens qui ont installé les applis mobiles, donc pour leur
leur permettre d'améliorer la connaissance de la mobilité sur leur territoire. Donc on verra comment ça s'applique, mais on pourra y revenir peut-être dans les questions. En tout cas, c'est un exemple concret pour rebondir sur Gabriel. Et puis si j'enchaîne, alors peut-être tu voulais que je dise 2 mots sur le service dont je m'occupe. C'est une équipe de actuellement 8 personnes, donc qui s'appelle Pôle numérique, mais qui est, disons, un service un pôle sur les services numériques multimodaux. Donc on n'est pas un service informatique, on est un service métier sur les services numériques multimodaux, essentiellement les applications mobiles autour de l'aide à la mobilité, l'information, la vente de titres de transport. Et dans ce pôle, il y a notamment le portail Transport Datagouv et puis un projet, vous avez peut-être entendu parler, titre unique de transport là, sur l'interopérabilité billettique. Et on a également un collègue qui s'occupe d'applications sur le contrôle de documents de transport. Donc là, c'est plutôt dans la logistique, mais sur le volet disons, mise en œuvre du contrôle de manière dématérialisée. Pour être sur le pilotage, alors bon, disons, si on réfléchit au pilotage, le pilote, il a son manche à balai, bon, ça dépend de la taille de l'avion, mais il a quelques, on va dire, sur son tableau de bord, quelques indicateurs. Il y a des exemples de politiques publiques où on travaille sur un petit nombre d'indicateurs. Il y a les politiques prioritaires du gouvernement, la PPG, où donc il y a 60 politiques prioritaires avec un petit nombre d'indicateurs parce qu'on a ciblé sur des actions et on a beaucoup simplifié le problème, on va dire, en cherchant à faire, disons, du chiffre sur certains objectifs par rapport à un plan d'action bien ciblé. Et on a aussi les startups d'État, donc vous connaissez sans doute aussi les services numériques initiés par une démarche de la DINUM, et dont on a plusieurs startups d'État à la DGITM. Là aussi, l'idée, c'est que pour chaque startup d'État, on est piloté par l'impact. Donc on sort des statistiques qui permettent de savoir déjà au début du service numérique, admettons le registre de covoiturage ou le point taxi, des services comme ça. On arrête en continu. Est-ce qu'on a, au bout d'un an et demi, est-ce qu'on a assez d'usage ou est-ce que finalement c'était pas une bonne idée? Parfois on peut arriver à se réorienter, mais parfois il faut arrêter. Et puis dans la durée, on va pouvoir, on va dire, vraiment piloter le service. Mais mon impression, c'est que dans le cas général, si on regarde des politiques publiques, en fait, les problèmes sont complexes, en fait. Donc, ils ne se réduisent pas à 2-3 indicateurs. Et donc, il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur les indicateurs. C'est un travail que mène notamment Cindy, c'est-à-dire qu'on est sur des temps longs. C'est-à-dire que les politiques publiques, les décideurs, il n'a pas un manche à balai et il regarde 3 indicateurs. En fait, les indicateurs sont produits, sont très nombreux, sont produits dans le temps long et avec des services techniques dont vous faites partie et nous aussi. Mais le décideur, les décisions, c'est pas forcément un décideur, mais les décisions sont longues et complexes et avec plusieurs niveaux d'information. Et je pense que c'est un point essentiel pour la plupart sur la manière de réfléchir sur les indicateurs pour les politiques publiques. Il y a une complexité qui est due dans le transport. Les gens qui se déplacent, c'est des humains, donc c'est pas comme piloter une usine avec des machines-outils, des équipements industriels où on peut optimiser, on va dire, le fonctionnement de l'usine uniquement sur la base de la donnée. Il y a des décisions humaines. Et il y a une complexité aussi, donc il y a besoin de temps pour comprendre les indicateurs. Il faut les partager, donc entre acteurs, entre collectivités, entre services déconcentrés, entre opérateurs. Il y a bien sûr le privé. Il faut partager les définitions, s'entendre. C'est vraiment, ça fait partie complètement des questions de pilotage. Il y a aussi, je pense, en tout cas pour les services techniques, le besoin, et ça c'est des choses qu'on peut faire maintenant techniquement, qu'on ne faisait peut-être pas il y a 10 ou 20 ans, mais
de faire juste des tableaux de bord qui sont on va dire des documents PDF où on regarde des tableaux ou des camemberts ou autres, ça a ses limites. On a besoin de s'approprier pour voir comment ça fonctionne. Donc on a besoin de pouvoir faire joujou un peu avec les données. Donc des tableaux de bord interactifs comme Cindy en propose ou carrément de la modélisation. Ça fait partie de la réflexion sur le pilotage et les indicateurs. Je pense que c'est vraiment des points importants. Et cette aide à la décision, je pense que cet aspect complexité, il est vraiment essentiel dans la réflexion. Dans la plupart des projets ou politiques publiques, on ne peut pas se limiter à 2-3 chiffres. Et je pense que c'est vraiment important sur la conception des outils et notre manière de travailler. Un dernier point dans cette réflexion, c'est je pense qu'il y a finalement, on est en tout cas côté acteurs publics jamais trop nombreux sur ces sujets. On manque de compétences dans les équipes pour être à la fois sur différents domaines métiers et puis pour avoir les compétences numériques et puis pour mener les études, etc. Et donc il y a vraiment ce besoin de partager, de mutualiser alors, les définitions des indicateurs, mais aussi les outils, voire des services numériques. C'est un aspect du pôle connaissance important, mais je pense que la mutualisation de moyens est vraiment fait partie du sujet du pilotage, enfin vu sous le capot, on va dire, pour les acteurs techniques qui sont sur les données publiques. Je vais peut-être passer la parole à Cindy pour donner un exemple concret. Juste en rebond, je retiens ce que tu as dit sur le fait que le monde ne se résume pas en un chiffre. Ça, c'est une vérité. Alors, c'est combien de chiffres il faut, on ne sait pas trop. Mais on y réfléchit. C'est peut-être ce qui m'a été exposé dans la suite par Cindy et puis Aurélien. Et redire effectivement que dans la mission connaissance, mais je pense qu'on fonctionne tous maintenant de la même manière. D'un point de vue projet, on essaye de mutualiser les compétences et même les structures techniques. On fait au mieux pour pouvoir avancer. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Cindy pour le pôle national connaissance mobilité durable. Oui, merci, bonjour. Donc oui, nous, on essaye à notre échelle de porter un outil d'aide à la décision. Alors, normalement, voilà, très bien, petite slide. Donc dans le cadre de la mission connaissance, on essaye de porter un tableau de bord des mobilités durables, qui est un outil d'aide à la décision pour aider les acteurs de la mobilité à mieux suivre les politiques publiques de mobilité durable qui sont mises en œuvre. Peut-être slide suivante. J'ai pas le... Pour revenir un peu, Sébastien l'a présenté rapidement sur l'objectif de la mission connaissance, donc qui est piloté conjointement par le commissaire général au développement durable et le secrétariat général. Donc l'idée, c'était de définir des pôles nationaux connaissances qui vont développer justement des outils d'aide à la décision qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui soient en lien avec les différentes thématiques de réduction des émissions. Donc vous avez notamment les différents axes de France Nation Verte, et sur la mobilité, c'est l'axe mieux se déplacer. Donc le positionnement de ces pôles, c'est qu'ils sont portés par un service déconcentré, piloté bien sûr par la mission connaissance et avec le soutien de la direction métier. Donc il y a différents pôles qui existent déjà. Grand Est qui est sur le sujet par exemple énergie renouvelable, Hauts-de-France sur eau et polluants, et donc la DRIOAT Île-de-France qui elle porte le pôle national connaissance sur la mobilité. Donc on l'a un petit peu évoqué, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte où il y a des objectifs nationaux de décarbonation des transports, mais on a aussi besoin d'avoir des objectifs territorialisés, puisque selon les territoires, il y a des différences de potentiel et de ressources. Et on a un besoin croissant de pilotage par la donnée. Donc on évoquait, Patrick en a parlé, d'avoir plein d'indicateurs donc pour les politiques prioritaires du gouvernement. On a aussi, dans le cadre des contrats plans État-région, où il y a un volet mobilité. Et pareil, on demande d'avoir des indicateurs de suivi.
Et donc, nous, c'est dans ce cadre-là qu'on a proposé de construire un outil au service des territoires, donc que ce soit agents de l'État ou collectivités territoriales, qui soit basé donc sur une méthode de pilotage par la donnée et qui soit un outil d'aide à la décision pour mieux piloter les politiques publiques mises en œuvre de décarbonation des transports. Et donc cet outil, il est vu comme un outil d'indicateurs qui sont déclinés aux différentes échelles géographiques en cohérence avec les objectifs locaux de transition écologique. Et donc l'objectif, c'est donc d'améliorer le suivi des enjeux territoriaux, d'avoir une vision d'ensemble, c'est-à-dire de pouvoir que chaque territoire ait un état des lieux de où il en est en termes de mise en œuvre des politiques publiques de décarbonation des transports, et aussi faciliter l'accès à la donnée, puisque on l'a évoqué juste avant, c'est pas simple, voilà, de construire des indicateurs qui soient pertinents. Donc aujourd'hui, l'outil, il couvre uniquement la mobilité des personnes. On ne couvre pas le champ logistique, puisqu'il y a d'autres travaux par ailleurs qui sont faits au sein du ministère. Il y a notamment un observatoire national de la logistique. Et on est sur la mobilité du quotidien, c'est-à-dire on ne couvre pas le maritime et l'aérien, en tout cas à date. Donc juste pour revenir un petit peu sur justement ce qu'on fait dans le cadre de la construction de ce tableau de bord. Donc nous, on est, moi à la Centre de la Drévette, je suis dans un service connaissance, donc on est plutôt sur une expertise de la donnée. Et justement, on écoute les besoins métiers pour essayer de leur proposer de la donnée qui soit pertinente, donc sous forme d'indicateurs. Donc ça passe par collecter de la donnée. Donc on est sur de la donnée en open data, donc les sources, ça va être INSEE, SDES et le point d'accès national Transport Data Gouv. Ensuite, on va construire donc des indicateurs déclinés dans les différentes échelles géographiques. Donc on va avoir la maille communale, départementale, EPCI, région et l'échelle nationale. Et ensuite, une fois qu'on a construit ces indicateurs, on les met à disposition des utilisateurs via une application web. Donc concrètement, vous avez quelques exemples d'indicateurs. L'idée étant que ces indicateurs soient reliés aux différents leviers d'action qui peuvent être mis en œuvre pour réduire les émissions de transport. Donc vous avez les 4 grands leviers en général, on dit le report modal, la mobilité partagée, le verdissement du parc automobile et la maîtrise de la demande de déplacement, donc ce qui consiste à réduire les distances et les fréquences de déplacement. Donc nous, voilà, on essaye de proposer pour l'instant on a aujourd'hui 14 indicateurs qui sont intégrés dans le premier prototype. Et l'idée, c'est pour chacun des leviers d'action d'avoir à la fois des indicateurs qui sont sur l'aspect pratique de déplacement, donc par exemple les parts modales domicile-travail, et aussi qui couvrent le bouquet de services de mobilité qui est à disposition sur le territoire, donc par exemple le linéaire d'aménagement cyclable ou le nombre d'arrêts de transport en commun. Donc rapidement, ça c'est un peu où on en est dans le développement de cet outil. On est encore à la fin de la phase expérimentale, donc on travaille avec plusieurs partenaires, services de l'État, mais là on est aussi en train d'associer un panel de collectivités. Donc on a recensé les besoins métiers, donc on est arrivé à 170 indicateurs qui pourraient être pertinents. Après, tous, on n'est pas capable de les construire à date, mais donc il y a du travail à faire là-dessus. Et donc, on a réalisé pour l'instant d'abord une maquette et un prototype de l'application web dans laquelle on intègre aujourd'hui 14 indicateurs. Et on est en train là, de travailler grâce à... On a été lauréat là, du Fonds d'investissement numérique et données qui va nous permettre de réaliser une application web adaptée à un déploiement à grande échelle. Donc voilà, les contacts et les liens. Et puis juste pour finir, quelques copies d'écran du prototype actuel. Donc avec voilà, une page avec quelques indicateurs clés et puis aussi des cartes graphiques pour approfondir l'analyse.
Voilà. Peut-être passer la parole à Aurélien. C'est ça qu'il faut faire, exactement. Pour un À autre ton aspect, voisin de droite. modélisation. Je vais prendre la zapette. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler de Neovia. Donc, on est une start-up qui a été créée il y a... Alors, les slides vont arriver. Qui a été créée il y a 5 ans désormais. C'est une émanation de l'université Gustave Eiffel, anciennement l'IFSTAR, du CEREMA, dont nous sommes issus, et de l'ENTPE, puisqu'il y a une partie d'une techno qui sort de ces laboratoires. On a été soutenu sur nos développements par l'ADEME et la BPI. On a été lauréat d'un concours d'innovation nationale en 2021 qui nous a soutenus jusqu'à ces dernières semaines, là, un programme de soutien sur 3 ans. Et la BZ Green Tech, c'est ce qui me vaut l'invitation aujourd'hui et je vous remercie à nouveau. Ce qu'on fait chez Neovia, c'est qu'on édite des solutions d'aide à la décision. Donc on est vraiment sur le dernier maillon de la chaîne qu'on a cité, le maillon qui fait la jonction entre la donnée et l'éclairage de la décision, principalement de la décision publique. On s'adresse à des autorités organisatrices de mobilité, à des collectivités, à des services de l'État, à des exploitants de réseau, transport en commun, transport routier, c'est eux qu'on éclaire. Et ils sont à la croisée d'enjeux qui, déjà pris individuellement, sont extrêmement complexes. Il s'agit d'aménager le territoire, de planifier cet aménagement, d'organiser les réseaux de transport, de recevoir de manière planifiée ou subie de nouveaux usages de mobilité. Le tout dans un environnement de transformation digitale qui crée à la fois des opportunités, et l'ère des nouvelles données qu'a décrit Gabriel depuis le début des années 2000 nous permet de profiter de cette transformation, mais qui nous font aussi nous interroger sur la manière dont on pilote ce système. Et le tout chapeauté par des enjeux de plus en plus prégnants, climat, santé, environnement. Et la prise de décision publique, politique, est hautement complexe. Et à notre humble niveau, on essaie de l'éclairer. On essaie de l'éclairer en étant le vecteur qui fait passer la donnée brute à de l'information enrichie, à de la scénarisation, pour pouvoir faire se projeter nos politiques publiques dans ce que pourrait être le système routier ou le système de transport au sens général. Dans 2 semaines, quand il s'agit de reconfigurer un plan de carrefour à feu ou de minimiser l'impact de travaux, ou dans 10 ou 15 ans, quand il s'agit d'accompagner l'agglomération de Quimper sur l'élaboration de son plan de mobilité simplifié. Je reviendrai sur quelques cas d'usage. En tout cas, nous, notre mission, c'est d'une part de fiabiliser la donnée, de faciliter l'analyse que l'on peut en faire et la compréhension. Et ça passe par des outils qui permettent notamment de faire de la navigation au sein de ces jeux de données hétérogènes de la manière la plus simple possible, et d'anticiper les impacts. Et derrière le terme anticipation, il y a le terme modélisation qui a peu été cité jusque-là, mais il me semble que d'ici à la fin de la journée, on va citer le terme de jumeaux numériques. Les jumeaux numériques ne sont rien d'autre que des modèles qu'on utilise depuis 10, 15, 20, 30 ans en fonction de la catégorie de modèles dont on parle, et qui permettent de répliquer du mieux qu'on peut ce que l'on observe dans les données, d'où l'importance d'avoir des données qui soient fiabilisées. Et une fois que ce réplica est prêt, de pouvoir construire des scénarios à façon et à l'infini pour hiérarchiser les projets entre eux, anticiper les impacts, inclus les impacts pas intuitifs. Et dans un système complexe, il y en a dans tous les recoins. Aujourd'hui, on a une quarantaine de déploiements. On accompagne les territoires de toute taille, qui vont depuis la ville de Chatou en région parisienne jusqu'à l'Eurométropole de Strasbourg sur son déploiement de voies de covoiturage, ou le Luxembourg pour leur proposer un observatoire des données de mobilité. On danse vraiment sur 2 pieds. Un pied, consolidation de la connaissance de la donnée du territoire, et le second pied, jumeaux numériques, modèle, anticipation sur les impacts. Donc là sont cités quelques cas d'usage sur lesquels je pourrais peut-être rebondir dans un second temps si le temps le permet. Mais on voit par là qu'on est dans la valorisation de la donnée territoriale, à la fois avec des dimensions d'observatoire, de construction de jumeaux numériques, d'élaboration de rapports automatiques, tout ce qui peut faciliter la valorisation de la donnée. Et par faciliter la valorisation de la donnée, nous on insiste beaucoup sur l'utilisabilité
des outils. À savoir rapidement, quand on parle d'outils de traitement de données, il faut forcément un ingénieur ou un expert pas très loin pour pouvoir la traiter, l'analyser, l'interpréter, la valoriser. Nous, on insiste beaucoup sur l'utilisabilité de nos solutions, leur rapidité, leur accessibilité, leur facilité d'interprétation. Notre proposition de valeur, elle est réduite à ce que l'on apporte d'un point de vue technique. Mais la première proposition de valeur, c'est le formatage. Donc on a beaucoup évoqué, notamment depuis le début de l'après-midi, des données ouvertes. Et en fait, tout le travail a été pré-mâché s'agissant du formatage. Mais il faut savoir aussi que les territoires sont nourris de données issues de leurs équipements terrain, issues d'enquêtes faites au gré d'un projet qui nécessitait un petit complément de connaissances avec du déploiement de capteurs temporaires. Et donc, il y a énormément de données dormantes sur le territoire qui méritent d'être formatées et d'être exposées pour être valorisées. Il y a un énorme sujet qualification, notamment quand on croise plusieurs sources de données qui peuvent être incohérentes entre elles, et c'est normal. Je pourrais délayer le propos à ce sujet. Les compléter, on parle d'IA, les intelligences artificielles, les méthodes d'apprentissage, supervisées, non supervisées, adorent les jeux de données complets, voilà, des beaux tableaux bien propres. Or, les données, quand elles arrivent du terrain, il y a des petits -2 qui signalent des erreurs de remontée de communication, etc. Donc, nous, on participe beaucoup à la complétion de la donnée, voilà, à compléter la donnée non observée, pour X raisons, pour disposer de jeux de données les plus complets possibles. Fusionner les informations, juste pour citer un exemple, un opérateur qui a une station de comptage qui sait compter l'ensemble du trafic, mais en un point de son réseau, il ne sait pas ce qui se passe en amont et en aval. A contrario, il y a des données FCD, alors je ne sais pas si c'est un jargon pour tout le monde, mais c'est les données issues de nos navigateurs GPS qui donnent une connaissance extrêmement complète des conditions de circulation sur un réseau, mais qui ne représentent qu'une fraction du flux. Voilà. Donc on voit bien ici qu'on a deux sources d'informations qui ont chacune leur richesse, et c'est le croisement de ces deux sources qui va permettre de consolider des connaissances fines. Et notre solution, c'est un agrégateur qui fait se rencontrer les données du territoire. J'ai l'habitude de dire d'où qu'elles viennent et quelles qu'elles soient. Par lequel qu'elles soient, on essaie d'intégrer toutes les données de mobilité du système et qu'elles viennent de l'open data, des équipements terrain, des fournisseurs tiers, qui aujourd'hui il y a un marché de la revente de la donnée, ou de données dormantes qui peuvent être chargées par les utilisateurs. Et notre promesse à nous, c'est de promettre une utilisation sans couture pour cartographier cette donnée et puis les intégrer dans des outils de modélisation et de simulation sans nécessiter 3 semaines ou 3 mois de reformatage. Voilà. Donc après, je pourrais délayer sur les données et les catégories de données qu'on intègre, mais je vais m'arrêter là et te redonner le micro à Sébastien. On va faire un retour. Olivier, est-ce que tu peux me dire sur le timing, comme on a un peu changé l'horaire, jusqu'à quand on a, notamment pour organiser le temps d'échange avec la salle? Je prends mon temps. Très bien, j'adore cette réponse. C'est celle que je préfère. Tu me connais. Oui, alors merci à tous pour vos présentations. J'ai trouvé ça très divers en fait sur les approches, à la fois sur l'aspect, ce que vous avez présenté, sur l'aspect métier. Voilà, je suis au front et je montre à quoi ça correspond en termes par exemple de politique publique. La déclinaison, Aurélien plus au fond des cas d'usage dans leur diversité. Intéressé peut-être par une présentation de 1, enfin si on a le temps, là, mais le chrono me durera. Et puis les 2 premières présentations, je trouvais ça très intéressant. En fait, je trouve ça très complet et donc du coup, ça ne m'a pas manqué de me faire émerger des questions. Mais avant les questions, peut-être je vais revenir parce que Gabriel, tu m'as dit, c'est intéressant par rapport aux 2 présentations de Cindy et d'Aurélien, que toi tu nous présentes ce que tu avais en tête, je crois, sur soit l'observatoire du covoiturage ou le compte mobilité. Merci. C'est un exemple, le registre de preuves de covoiturage, donc Patrick en a parlé. Donc c'est un dispositif qui permet d'avoir des données sur les pratiques de covoiturage. Et en fait, c'est un dispositif qui permet du coup de créer de la donnée qui était jusqu'à présent détenue par des acteurs privés, les opérateurs de covoiturage. Et par un mécanisme d'aide publique où la collectivité va inciter la pratique du covoiturage, elle récupère un certificat, la personne a bien covoituré, le 1 € par trajet covoituré par exemple est remis à la personne qui covoiture et l'opérateur
privé va partager le trajet covoituré, ce qui permet de constituer des données qui n'étaient pas jusqu'à présent disponibles. Donc en fait, il y a tout le travail quand même de produire de la donnée, par exemple, prenons sur l'exemple du covoiturage, mais des données de trafic, des données, par exemple, Panoramax, là, qui est une démarche de l'IGN pour faire un équivalent de Google Street View, donc d'avoir une collection de photos qui nécessite de prendre énormément de photos. Comment on peut faire ça en utilisant, par exemple, des véhicules publics, des bus, des bennes à ordures, tout un tas de véhicules qui sont déjà payés par la collectivité, qui pourraient générer de la donnée qui elle-même deviendrait de l'open data. Donc il y a tout un travail sur comment on s'organise pour construire des infrastructures de type registre de preuve de covoiturage permettant de créer des données qui n'existent pas ou qui sont détenues par des acteurs privés pour en faire des données ouvertes. Donc pour moi, il y a ce sujet-là qui est un sujet important. Il y a un sujet aussi de standard sur la donnée, de format de données, qui est en général un sujet aussi stratégique. Quel est l'acteur qui va définir le standard, le format de la donnée? C'est aussi révélateur soit des rapports de force, soit de ce qui se passe sur le sujet des différentes données pour permettre d'avoir des données qui soient utilisables par différents outils, par différents modèles. Ça aussi, c'est un travail important sur la donnée. Et puis, le dernier point, qui est le sujet du financement, en fait, aussi des dispositifs qui permettent de gérer des données, de les mettre à jour, qui est un processus finalement sans fin. Hein. On améliore en permanence, on collecte des nouvelles données, etc. Et tout ça a un coût. Et vous vous rappelez, au début, j'avais parlé de 4 domaines, infrastructure, véhicule, énergie, information. Aussi bien on a l'habitude de payer un rond-point 500 000 ou 1 million d'euros, c'est devenu normal, on s'est organisé pour payer des ronds-points à 500 000 euros. Payer une structure qui gère de la donnée pour la maintenir, pour faire de la qualité, etc., 500 000 euros par an, ça fait cher. Voilà. Donc, comment on finance ça en général et comment on s'organise pour maintenir et gérer ces ressources. Alors, du coup, je passe à ma question et peut-être après on pourra passer aux échanges. Aurélien, éventuellement, tu pourras nous montrer ce que tu nous disais en termes de cas d'usage, si on a un petit peu le temps, mais Gilles, le chrono nous dira. Alors du coup, on a fait le tour. Gabriel nous a parlé donc de ses vues, notamment sur la partie covoiturage. J'avais une question sans recette de cuisine, parce que je ne pense pas que ça existe, puisqu'on est sur pilotage données. Alors c'est peut-être outil numérique pilotage, vous nous mettez comme vous voulez. Si vous aviez à mettre en avant, je sais pas, une qualité, qu'est-ce qui fait qu'un outil ou une donnée, elle est bien pour le pilotage? Est-ce qu'il y a une recette magique ou qu'est-ce que vous auriez à me dire si moi je vais repartir avec 2-3 des principes qui seraient sympas que je mettrais dans ma besace? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Moi, je vais reprendre ma citation préférée. Pour tout homme qui dispose d'un marteau, tous les problèmes sont un clou. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter quand on a un sujet pilotage. Se dire que le problème va être résolu grâce aux données de l'équipement que j'ai déployé l'an dernier en investissant X dixièmes de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros. Je vais m'appuyer dessus pour m'éclairer. C'est exactement la même chose sur le sujet des modèles. Il y a des modèles qui sont pertinents pour éclairer des décisions à grandes échelles, multimodales, sur des territoires larges. Puis il y en a d'autres qui sont faits pour faire l'optimisation de carrefour à feu. Moi, la préconisation que je dirais, c'est de s'ouvrir les chakras et de partir des usages et des besoins, avant tout. Et de remonter la chaîne à l'envers. En fonction des questions de pilotage, planification ou opération que je dois mener, de quels indicateurs j'ai besoin, de quels éclairages. Seconde question, quels sont les outils qui permettent de consolider ces éclairages ou ces indicateurs? Est-ce que c'est des modèles? Est-ce que c'est des tableaux de bord? Et une fois qu'on a identifié le bon modèle ou le bon outil pour consolider ces indicateurs, se poser la question de la meilleure source pour nourrir ces modèles. Donc il y a la chaîne de valeur, on l'explique souvent de l'amont vers l'aval, parce que c'est facile de partir du terrain pour aller chercher la décision, mais une fois qu'on doit prendre la décision, on doit remonter cette chaîne pour correctement se remonter aux bonnes sources. Voilà. Cindy, éventuellement, ou Patrick, comme vous voulez. Là, l'ordre n'est plus imposé, s'il a été à un moment donné. Moi, j'ajouterais peut-être la reproductibilité
aussi de la donnée. Enfin, nous, on a été confrontés à cette difficulté là dans le tableau de bord, puisqu'on travaille à l'échelle nationale. On essaye d'avoir des indicateurs standardisés. Et en fait, on se rend compte que si on essaye de construire un indicateur à l'échelle d'un petit territoire, on va aller chercher de la donnée locale et on arrive à construire certains indicateurs, mais dès qu'on veut passer à un indicateur standard qui soit comparable sur l'ensemble des territoires de France, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et Gabriel a parlé tout à l'heure, par exemple, des standards de données. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi important. Transport Data Gouv a beaucoup travaillé là-dessus en proposant des schémas de données et pour ensuite pouvoir constituer des bases nationales. Et ça, c'est vraiment un outil très précieux pour pouvoir après produire des indicateurs qui soient pertinents. Je vais compléter un petit peu alors pour être. Oui, je suis d'accord avec le point d'Aurélien. Enfin, il y a aussi l'histoire du gars qui a perdu sa clé puis qui cherche sous les réverbères puisqu'il y a la lumière. Et donc, pareil, là, on a des données, on va produire des indicateurs avec ces données-là. Et là où on n'a pas de données, on ne sait pas. Et alors, moi, il y a un truc que j'adorerais, c'est qu'on avance sur les données, sur les coûts, en fait, les coûts des systèmes de transport, des infras, des exploitations, de consommation de surface, tout cet aspect coût, je trouve qu'il apparaît pas beaucoup dans les open data. Toutes les opérations d'infra, elles sont cofinancées, donc avec plusieurs partenaires sur plusieurs années, avec des durées de financement différentes selon les partenaires. Et pour arriver à revenir à partir de là sur qu'est-ce qui est dépensé dans le stationnement par commune ou dans le transport public ou dans la voiture. En fait, on ne sait pas trop. Enfin, moi, je fais pas d'études en transport, hein, mais je vois pas beaucoup passer de choses et je me dis s'il y a un endroit où peut-être on pourrait être en partenariat avec les cours des comptes régionales ou la Cour des comptes, il y aurait sûrement des trucs à faire. Enfin, c'est un point intéressant, à mon avis, une piste quoi, pour... Peut-être qu'il y a aussi une culture un peu d'ingénieur où on regarde plutôt les performances techniques, les débits, la congestion, ou la pollution, des choses qui se mesurent quoi, avec des instruments physiques. Mais je pense que ce lien avec la partie financière, on sait bien que dans l'aide à la décision, c'est quand même un facteur assez important dans les politiques publiques en général. Donc, je citerai ça en complément. Et puis, oui, sur les standards, ouais, je peux être que d'accord. Hein. Mais c'est à deux échelles, c'est-à-dire qu'on a besoin de standards quand on sait déjà de quoi on parle en termes de données, qu'on a déjà défini qu'est-ce que c'était qu'une vitesse ou un débit. Là, effectivement, il faut des standards. Et par contre, quand on est plus sur des trucs, il y a quand même des fois où on se pose des questions où on a besoin que des ordres de grandeur. On veut savoir si, je sais pas, la pollution, elle vaut 10, elle vaut 100 ou elle vaut 1000. Des fois, on ne sait pas. Et donc là, on n'a pas besoin forcément de beaucoup de données. Par contre, reproductibilité, faut recouper plusieurs infos pour avoir les bons ordres de grandeur et commencer par ça. Et après, effectivement, si on optimise, là, il faut des données propres, en masse, disons, dans la durée. Et là, on peut faire de l'optimisation et des choses plus fines, quoi. Ouais, peut-être en complément, effectivement, repartir donc des utilisateurs et des besoins. Et quand on voit ce que fait le registre de preuves, il y a vraiment toute une animation avec les collectivités. Et en fait, on va vous aider à construire une politique d'incitation au covoiturage et des infrastructures, des voies réservées ou des parkings de covoiturage. Et dedans, la donnée et les outils, c'est un moyen au service d'un financement, d'une politique globale, quoi. Et donc, c'est itératif et c'est quasiment sans fin. En fait. On améliore à chaque fois une partie du dispositif. Et donc, il y a l'animation, je pense, qui est importante comme ingrédient de réussite. Pardon, ça rejoint ce que tu disais sur la pérennisation. En fait, c'est pas la donnée en elle-même qui va faire qu'on va trouver des mécanismes pour pérenniser. Il faut qu'il y ait un projet et disons, une source de financement qui fait que la donnée est nécessaire et qu'on la finance comme, disons, à un coût marginal par rapport à l'ensemble de l'opération. Ouais. Et puis, c'est un processus qui n'est pas forcément, qui est quasiment jamais fini. C'est-à-dire qu'on a l'illusion de se dire, une fois qu'on aura l'outil, on aura... En fait, non, parce que les données s'améliorent ou au contraire, il faut les améliorer. L'outil, il faut le perfectionner. Il ne correspond pas tout à fait aux besoins. Enfin, c'est un processus sans fin, quoi.
Merci à vous. Aurélien, donc ma question, elle arrive. Et puis pendant ce temps-là, peut-être les questions à distance, préparez-vous, puis dans la salle. Je voulais te demander, toi, comment tu fais quand tu produis, quand tu as un outil, on passe une commande d'un outil donc sur le pilotage, qu'est-ce que tu prends comme principe? Est-ce qu'il y a des principes à prendre sur la constitution de la data pour convaincre ton client? Oui, eh ben en fait, notre bonne pratique, c'est de remonter la chaîne que j'ai décrite tout à l'heure. Voilà. Donc, nous, quand on agit dans le domaine des études de trafic et de la mobilité, je ne sais pas si certains ont déjà croisé des outils de micro-simulation, c'est hyper tape à l'œil. Voilà. Les petits véhicules qui circulent sur des fonds de cartes, on a vraiment une illusion de réalité. Et le premier réflexe d'un client, quand il demande une étude, c'est d'avoir ça. Et en fait, ça, c'est 9 fois sur 10 pas le bon outil. Nous, on prend à cœur notre rôle de conseil pour, on va dire, désacraliser ce thème, éclairer nos clients sur d'autres outils pertinents pour répondre à leurs questions, souvent plus agrégés, plus rapides, moins consommateurs de ressources d'ingénierie, où on parlait d'IA frugale, mais aussi de ressources informatiques et computationnelles. La question, donc ça, c'est plutôt nous qui opérons le choix technique et on leur suggère, ils sont convaincus ou pas. Et surtout, très tôt, on leur demande les données dont ils disposent pour répondre à leurs questions. Voilà, je prends l'exemple, on travaille aujourd'hui dans le cadre d'un accord cadre pour la collectivité européenne d'Alsace, pour laquelle on mène quotidiennement des études de trafic. Donc, ils viennent quotidiennement nous interpeller sur des sujets d'études. Nous, le premier réflexe, c'est de leur dire de quelles données vous disposez. Voilà. Est-ce que vous avez une carte des trafics moyens journaliers annuels? Est-ce que vous avez des campagnes de recueil de données qui ont été faites ces dernières semaines, ces derniers mois? Est-ce que vous avez des compteurs permanents? Et en fait, ça, on l'analyse. Et on leur dit, c'est bon, il y a une bonne couverture, on peut mener l'étude, ou on n'a pas de go sans de données complémentaires. Parfois, on peut être stressé par le calendrier, il n'y a pas le temps de les recueillir, et on travaille à partir d'hypothèses. Quand il n'y a pas de données, on fait des hypothèses. Mais en tout cas, notre alerte, c'est la première, c'est le rôle de conseil, c'est de dire, allez chercher telle et telle donnée en complément. Ça peut être de la donnée terrain, donc aller mettre des boudins pneumatiques ou des caméras pendant une semaine pour avoir des compléments d'information. Ça peut être des données fournies par des opérateurs aujourd'hui qui sont très ancrés dans nos métiers d'études de mobilité. Si je parle de IR, de TomTom, de Inrix, des Orange également, sur d'autres formes de données. Nos téléphones, en bornant sur les antennes téléphoniques, donnent des traces et des informations sur la mobilité des usagers sur les territoires. Donc, c'est des données qui s'achètent, voilà, ce qui a un coût aussi pour la collectivité. Donc, il faut les acheter de manière parcimonieuse. Donc nous, on a un rôle de conseil là-dessus. Et une fois qu'on a remonté cette chaîne et qu'on est en capacité de consolider le bon diagnostic et de bien nourrir nos outils, notre ingénierie consiste à redéployer la chaîne à l'envers jusqu'à faire l'aide à la décision. Donc ça, on le fait sur des études qui peuvent être tout aussi bien des études d'impact de chantier à fort report de trafic. Voilà. Ça peut être, on l'a fait sur la combe de Giers entre Grenoble et Champs-Rousse pour le compte de la métropole de Grenoble. Pour les Grenoblois d'entre vous, il y a les travaux qui seront sévères à l'automne prochain. Voilà. Donc les collectivités s'éclairent en amont des impacts potentiels, des reports, des mesures compensatoires. Les collectivités monitorent également les projets quand ils se déroulent. Ça permet de vérifier les études, ça permet de consolider les modèles, ça permet ensuite de répliquer de manière plus robuste. Voilà. Donc, illustration de la manière dont on les accompagne sur ces sujets pilotage. Très clair, merci. Alors, j'ai 3 questions du monde entier. Donc la première à Cindy. Pour la construction de ce tableau de bord mobilité qui est très intéressant, pourquoi n'avez-vous pas souhaité utiliser l'outil Superset? Quelles étaient les limites? Alors, Superset, on n'exclut pas, on en discutait ce midi avec la DNUM, de pouvoir l'embarquer dans l'application web. Mais les fonctionnalités étaient pour l'instant un peu limitées pour ce qu'on avait envisagé en termes d'application web.
Donc nous, on a d'abord on a interrogé les usagers sur les besoins fonctionnels qui étaient attendus. Et comme ça, on a construit une maquette. Et donc, voilà, c'était difficile de reproduire cette maquette avec Superset. Donc on part sur des technologies. Là, on va refaire. Pour l'instant, le prototype était fait en AirShiny pour ceux qui connaissent, mais là, on va refaire une nouvelle version vraiment application web avec des technos classiques. Et on est en réflexion pour pouvoir embarquer des petits bouts de Superset dans l'application web. Alors, question suivante. Pourquoi ne pas solliciter du participatif pour connaître les déplacements vélo, par exemple ? Je suis pas expert vélo non plus, mais ça existe. Voilà, GeoVélo. Ouais. Utilisé pour le challenge Tous à vélo là, du mois de mai. Pardon. Ça se peut enregistrer. Je suis pas expert de vélo, hein, mais GeoVélo, l'application donc qui est de la société GeoVélo, enfin la compagnie mobilité, est utilisée pour le challenge à vélo là, du mois de mai là, qui s'est terminé. Donc c'est du crowdsourcing en français, c'est ça. Donc ça correspond, je pense, c'est du participatif. Après, il y a des applications sportives bien connues aussi qui sont utilisées, mais ça, c'est pas le même public. Et après, il y a une démarche en Belgique de don de données, en fait. C'est-à-dire que donc les cyclistes se tracent, produisent leurs données, donc par GeoVélo, par Strava ou autre. Et ensuite, ils versent leurs données à une association qui va les mettre en open data. C'est quelque chose comme ça. Sous quelle licence ? Je ne connais pas par cœur la licence, mais en tous les cas, des données. Donc, ils cèdent la propriété de la donnée à cette structure-là. Donc ça, c'est intéressant, parce que là, du coup, la donnée, elle est après ouverte, quoi. Alors que dans les autres cas, elle reste quand même privée, détenue par les acteurs qui ont été nommés. Par exemple, sur les participations sur OpenStreetMap, la licence est en share-alike. Les données sont difficilement reprenables par l'administration. Je pense que tu peux nous en parler un petit peu, Patrick. Oui, pas beaucoup, mais oui. Enfin, disons, la licence de base pour l'open data, c'est la licence ouverte. Donc, c'est une licence où, en fait, on a l'ensemble des droits de réutilisation, donc pour les réutilisateurs privés notamment, pour les inclure dans des services numériques privés. Et il y a une deuxième licence qui est possible en open data pour les collectivités et les administrations. C'est une licence share-alike, ou partage à l'identique, qui est la licence qui est utilisée notamment dans les communs numériques, les projets communautaires, comme le plus connu, c'est OpenStreetMap, je pense que vous connaissez tous, ou OpenFoodFacts pour les informations sur la nutrition. Et donc, en fait, les licences ne sont pas compatibles, c'est-à-dire que disons, certains opérateurs de services privés vont pas accepter en fait d'intégrer dans leur service de la donnée ODBL, parce qu'en fait ils vont vouloir la modifier et la retraiter, mais ils vont pas vouloir la repartager à l'identique parce que ça fait partie de leur service. Et donc il y a beaucoup de services publics qui utilisent qui publient de la donnée publique en licence ouverte, c'est la règle un petit peu de base, pour permettre en fait une réutilisation la plus large possible. Et donc il n'y a pas compatibilité entre les deux. Autant la donnée communautaire OpenStreetMap peut utiliser la licence ouverte de l'IGN, par exemple, s'ils veulent retracer ou améliorer. Oui, c'est ça. Par exemple, la géométrie d'une route, ils peuvent réutiliser une licence ouverte, puisque en fait tous les droits sont donnés avec cette licence, on va dire, de réutilisation. Mais à l'inverse, c'est pas le cas, effectivement. Et donc des données communautaires de traces de vélo, par exemple, seront pas réutilisables par tous les services numériques. Par contre, pour faire des statistiques, et tant qu'on les modifie pas, c'est vraiment intéressant. Enfin,
clairement, la licence, enfin les données participatives, les communs tels qu'OpenStreetMap ont un vrai intérêt pour pas mal de sources de données. Par exemple, les points d'intérêt, hein, les différents points qui permettent de se repérer dans une ville. L'exemple récent, là, c'est la dernière application carte de l'IGN, hein, qui utilise des données, OpenStreetMap pour les points d'intérêt, hein, dans leur carte. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, si j'ai été trop long. Si. Donc, il y a une question survivaliste. Du coup, je vais la poser, mais dans la salle, si vous, puis d'autres questions arrivent, donc, mais la parole peut être à la salle. Donc, la question survivaliste, c'est que se passe-t-il s'il n'y a plus de données? Par exemple, piratage ou autre, attaque numérique. Donc, que se passe-t-il s'il n'y a plus de données? Voilà, question qui a été posée. Disons, de base, s'il y a une attaque, si c'est des données qui ne sont pas utilisées pour du temps réel, en général, il y a des archives. On perd 1 heure, 2 heures, 2 jours. Ça dépend de la taille du centre de données, mais on remet ça debout. Quand c'est pour des données d'études de trafic, c'est pas très grave. Après, si c'est pour du temps réel, l'exploitation, c'est autre chose. Mais je pense que c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Je sais pas si c'est une réponse un peu. Il faudrait peut-être que la question soit un peu plus précise. Ou... Moi, je corrigerais juste, c'est grave, même pour les études de trafic. Mais non, je te rejoins. Enfin, en fait, la donnée, la donnée, si elle manque, ça devient critique lorsque le réseau peut plus être opéré. Quel qu'il soit. Après, pour les données historiques, s'il y a un trou de 2 heures, 2 jours ou 2 mois, on compte sur le fait d'avoir capitalisé des profondeurs de données assez importantes pour aller creuser un peu plus profond dans le passé, pour consolider des situations de référence et pouvoir nourrir notre connaissance sur la mobilité des territoires. Voilà. Donc pour les cas d'usage temps réel, critique, pour le reste, on s'est rattrapé. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Je vais aller de l'autre côté. Bonjour. Ma question, ça concerne Aurélien. En fait, quand tu parlais des usagers. Une fois que tu as les données, quels sont les outils que tu as l'habitude d'utiliser pour le développement des outils, en fait? D'un point de vue technique? Ouais, technique, généralement. D'un point de vue technique, nous, tous les traitements algorithmiques qui sont faits sous Python. Voilà. Et puis après, l'architecture de notre solution, elle est web. Voilà. Donc, il y a une base de données MySQL en back. Et puis après, on est sur des techno web front type React, Angular. Voilà. Donc, désolé pour cet intermède technique, mais voilà. Donc, on a une architecture IT web de notre solution. Et puis après, tous les algorithmes, c'est du Python parce qu'en fait, l'intelligence du traitement de la donnée, il se fait par des ingénieurs, il ne se fait pas par des informaticiens. Et donc, c'est essentiel pour nous d'avoir des ingénieurs métiers de la mobilité qui participent au développement de solutions pour pas avoir de perte en ligne entre guillemets entre la réflexion sur les outils et les besoins et puis la traduction d'un point de vue informatique. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, bonjour. J'avais une question, enfin une remarque qui amène une question sur le circuit, on va dire, que je partage largement, partir du cas d'usage et remonter vers quels outils, quelles données peuvent répondre à ces besoins. Alors, localement, dans une DDTM, hein, voilà, moi je suis dans une DDTM, donc localement dans des petits services. Aujourd'hui, je trouve qu'on est très souvent confronté plutôt à des services, à des métiers qui viennent nous voir et qui nous disent qu'est-ce que tu peux me faire comme outil, comme tableau de bord, comme carte pour voir le logement, l'habitat, les déplacements, la mobilité. Et on est un peu à l'inverse en fait.
on vient nous voir en disant vous avez quoi comme données et qu'est-ce que vous pouvez me bâtir comme indicateur, et en gros je vais voir ce que je vais en faire. Donc moi j'essaye, tant bien que mal, de faire rencontrer l'offre et la demande, mais c'est pas toujours facile. Et est-ce que vous avez des éléments, des pistes pour convaincre que c'est mieux de partir du cas d'usage du besoin et de remonter à la donnée? Ouais, peut-être pour rebondir, c'est vrai que nous, on a été confrontés à ce même problème au début du projet de tableau de bord. Comme je disais, moi, je suis service connaissance, même si je travaille sur le sujet de thème mobilité depuis longtemps. Et donc, nous, on a questionné les services transport. Et c'est vrai que c'était difficile de leur faire exprimer de quoi vous avez besoin. Et nous, on a... Alors, je ne sais pas si c'était la bonne pratique, mais ça a bien fonctionné. On a fait des petits ateliers focus group sur des thématiques bien précises. Et on leur a dit, dans vos rêves les plus fous, de quel indicateur vous auriez besoin, mais sans justement se brider à la donnée existe ou n'existe pas. Parce qu'en général, les services métiers, même si ce n'est pas des spécialistes de la donnée, ils savent quand même. Donc, ils orientent déjà le choix. Et nous, on a essayé de leur dire... justement pour nous challenger, réfléchissons ensemble à ce qu'on pourrait faire. Peut-être qu'on n'arrivera pas à construire l'indicateur tel que vous le décrivez, mais peut-être en croisant des informations, on arrivera à s'en rapprocher. Et c'est comme ça qu'on a eu un recueil, liste au Père Noël, 170 indicateurs. Donc maintenant, on a de la matière. Maintenant, ça nécessite de faire fonctionner les neurones pour essayer de répondre aux besoins. Mais le fait de dire, affranchissez-vous des données que vous connaissez et juste pour répondre à vos besoins quotidiens, de quoi vous auriez besoin. Et c'était vraiment très riche d'informations. Donc voilà, nous on a fonctionné en tout cas comme ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on échange avec les services métiers. Ils sont plutôt à nous passer une commande en général assez précise. J'ai besoin de ça, et ils disent déjà tel indicateur. Et des fois, d'ailleurs, c'est pas toujours facile de dire mais cet indicateur-là, il ne va pas répondre à ton besoin. Et là, c'est là où nous aussi, on a un rôle en tant qu'experts de la donnée pour aussi orienter vers peut-être d'autres indicateurs qui nous ont moins l'habitude d'utiliser, ou aussi de fournir des préconisations d'utilisation, parce qu'au quotidien, moi, je vois parfois de la donnée qui est mal interprétée. Et ça aussi, c'est pas facile c'est important, je pense, surtout quand on fait des outils de reporting, d'avoir, comme le fait l'INSEE, des clés de lecture qui permettent de bien aussi interpréter. La donnée veut dire ça, mais ne signifie pas autre chose. Et parfois, on a des raccourcis qui sont faits. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, il y a une autre question sur le chat. Ça concerne la qualité des données. Les outils que vous utilisez pour fiabiliser les données ou les qualifier, et puis comment vous qualifiez l'indicateur in fine. Alors ça s'adresse à Aurélien et à vous, Cindy, aussi. Jean-Sébastien. Les outils, nous, on met en œuvre notre meilleur savoir-faire pour se consolider des outils qui nous sont propres. Après, la manière dont on opère, on va dire, on a deux approches qui sont très complémentaires. On a une approche très statisticienne. Quand on a une base de données qui a une certaine profondeur historique et que l'on voit ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, s'il y a des écarts à la normale, ça doit forcément devoir s'expliquer par des éléments de contexte. Il a neigé, il y a eu Taylor Swift qui est venue ce week-end en concert. Il y a un truc qui doit expliquer l'anomalie dans les données. Donc ça, c'est l'approche statistique. Et du coup, quand il y a des anomalies qui ne s'expliquent pas par du contexte, on l'explique par des défauts terrain, d'équipement, de transfert d'informations, etc. Et là, on peut travailler à de la reconstruction. Première approche. Seconde approche, elle est très physicienne. À savoir que quand on s'écoule, nous, sur un réseau, on doit conserver les mêmes propriétés que des petites particules en mécanique des fluides. Il y a une loi de conservation qui s'opère.
Et quand les véhicules ne doivent pas disparaître, eh bien, ça signifie que si on a une série de capteurs, si on a des informations qui comptent, hein, les flux en passagers, en véhicules, ça ne doit pas s'évaporer. Donc du coup, ça arrive, c'est même systématique, qu'il y ait une incohérence entre les capteurs. Ils n'agrègent pas exactement de la même manière, ce n'est pas les mêmes technologies, il y a des doubles comptages ou des absences de comptage sous certaines configurations. Et donc, c'est par les incohérences entre les différents systèmes de capteurs qu'on arrive à faire de la reconstruction, qualifier, reconstruire. Olivier, j'ai l'impression que ça veut dire qu'on arrive à la fin, là, quand tu me regardes comme ça. C'est ça? Il reste 1 minute. En tout cas, je voulais remercier tout le monde, enfin tous les 4, et puis tous en salle et puis à distance. Je trouvais cette table ronde tout à fait intéressante et très très riche. Sur la suite en horaire, on a comment? 16h pause, 16h15 Voilà, donc 16h15, la masterclass intelligence artificielle. Voilà, donc vous avez et 17h, 15 minutes. on aura une intervention de l'IGN sur son jumeau en un quart d'heure. Très bien, merci à vous.